une espèce de bonnet de clown. Et c'est dans cet attirail que Dreyfus va être obligé de passer devant le front des troupes, enfin sur le quadrilatère, des hommes rassemblés là, entouré de ces 4 soldats sabre au clair. Et ce malheureux gaillard, tous les 10 pas, il marche au pas. Tous les 10 pas, spasmodiquement, il criait « Je suis innocent, vive la France !» Bon, il est parti. Le voilà à la Guyane maintenant, dans son île du diable. Il n'y a pas d'affaire Dreyfus. Il faut bien comprendre ça, il n'y a pas d'affaire Dreyfus. Parce que tous les Français qui ont lu cette histoire dans les journaux sont convaincus qu'il ne peut pas y avoir une erreur pour une chose si grave, puisque le conseiller de guerre, à l'unanimité, a reconnu coupable Dreyfus, c'est que malheureusement, cet homme était un traître. Pas d'affaire Dreyfus. Les mois passent. Nous voilà maintenant en mars 96. Vous voyez, 5 janvier 95, mars 96. En mars 96, le service français des renseignements, le SR, a changé de titulaire. Sander était tombé malade au milieu de 95, il avait été remplacé par un lieutenant-colonel Picard. En mars 96, le colonel Picard a à son tour entre les mains un très curieux document. Cette fois, il ne s'agit plus d'une lettre mystérieuse, non datée et non signée, qui aurait été trouvée dans la corbeille à papier de Schwarzkoppen. Il s'agit cette fois de quelque chose qui vient encore de la corbeille à papier de Schwarzkoppen, c'est toujours la femme de ménage qui l'a apporté au SR, mais c'est un petit bleu, ce qu'on appelait à ce moment-là un petit bleu, c'est un pneumatique. Un petit bleu que Schwarzkoppen avait écrit, puis s'était ravisé, il l'avait déchiré en petits morceaux, il l'avait laissé tomber dans un café à papier, et Mme Bastien l'avait piqué là. Ce petit bleu était adressé à un officier français, un major d'infanterie, le major Esterhazy, 27 rue de la Bienfaisance. Notez que ce n'est pas tout à fait extraordinaire, enfin, qu'un officier allemand accrédité à Paris dans une mission militaire s'adresse à un officier français, ça pouvait être pour une invitation au bridge, pas quelque chose de mondain. C'était le texte de ce petit bleu qui était inquiétant. En effet, Schwarzkoppen disait à ce commandant Esterhazy, il lui disait « J'ai besoin d'avoir de vous des explications écrites pour savoir si oui ou non je peux continuer mes relations avec la maison R, R majuscule, c'est tout. » C'était inquiétant, hein, mais enfin, ça ne prouvait rien, parce que cette maison R, ça pouvait être je ne sais quel fournisseur, moi, un tailleur, marchand de primeur, enfin ce que vous voudrez. Enfin, ça valait la peine de faire une enquête. Alors Picard fait faire une enquête sur Esterhazy. Et autant l'enquête sur Dreyfus avait abouti à considérer ce Dreyfus comme un parfait honnête homme, autant l'enquête sur Esterhazy offre des résultats inquiétants. Cet Esterhazy, il est marié, lui aussi, comme Dreyfus, et même avec une fille de la noblesse. Il a 2 enfants, cette femme. Seulement, il ne vit pas avec sa femme. Il l'a abandonnée, elle et les 2 enfants. Et il vit avec une ancienne prostituée qui est maintenant entretenue par lui, qui s'appelle Marguerite Pays. Il paye son loyer, il habite là avec elle, 27 rue de la Bienfaisance. D'autre part, cet individu est couvert de dettes. C'est un joueur, c'est un homme qui a eu des histoires impossibles. 2 fois, il a failli se faire chasser de l'armée, ce sont des interventions politiques qui l'y ont maintenu. Enfin, le personnage le plus suspect. Par conséquent, ça devient mauvais, son cas. Picard continue. Et un jour, le lieutenant-colonel Picard reçoit, si je puis dire, un coup au cœur, parce qu'il s'est procuré de l'écriture d'Esterhazy, et quand il regarde l'écriture d'Esterhazy, il s'aperçoit que cette écriture, je ne dis pas ressemble à l'écriture du fameux Bordereau, mais c'est l'écriture du Bordereau. L'identité est absolue. Alors Picard est assez bouleversé, il se dit quoi? Alors, par conséquent, le type qui est au bagne depuis 95, puis 1 an, puis plus d'1 an, il est innocent. Et j'ai mis la main sur celui qui a vraiment écrit le Bordereau sur lequel l'infortuné Dreyfus a été condamné. Alors qu'est-ce qu'il fait, Picard? Il fait ce qu'il devait faire, il prend son temps du reste, parce qu'il sent qu'il a une histoire dangereuse entre les mains, et il va voir ses chefs. Ces 2 chefs, c'est le général Gons, G-O-N-S-E, Gons, sous-chef de l'état-major général de l'armée, et le général Le Mouton de Boisdeffre, chef suprême de l'armée. Et Picard a la stupeur d'entendre ces 2 généraux, l'un après l'autre, lui tenir le même langage. Ils lui disent « Ah, vous avez trouvé un nouveau traître, c'est assommant, enfin, l'armée est remplie de traîtres. Bon, épinglez-le, mais alors allez-y doucement, il ne faut pas d'histoire, il faut être sûr de votre coup. Mais on ne reparle pas de l'affaire Dreyfus. » Ah, Picard dit « Mais mon général, enfin, vous ne comprenez pas. Je ne dis pas que j'ai trouvé un nouveau traître. Je dis j'ai trouvé le traître, à la place duquel il y a un innocent à l'île du diable. » Visage de marbre des 2 généraux, qui lui disent « Vous nous avez bien compris, colonel. On ne rouvre pas le dossier Dreyfus. C'est fini. Dreyfus restera condamné. » Picard s'aperçoit très rapidement qu'il a fait une erreur en soulevant, si je puis dire, ce lièvre. Parce que lui, SR, chef du SR, il doit rester à son bureau, hein, chef du service des renseignements, centraliste des renseignements, il est à Paris, quoi. Alors on l'envoie brusquement en mission. On lui dit, vous avez une mission d'inspection à faire du côté de la frontière de l'Est. Il y va. Puis quand il a terminé son inspection, il envoie le télégramme. Enfin, mission terminée, je rentre. Pas du tout, effet de boomerang. Enfin, on lui revient un autre télégramme qui dit, vous avez une seconde mission à faire. Cette fois, vous allez à Besançon. Il
commence un peu à se méfier. En effet, quand il fait sa mission d'inspection à Besançon, il envoie son deuxième télégramme, mission terminée, je rentre pas du tout, vous partez pour Marseille. Et quand il arrive à Marseille, il reçoit là un ordre d'affectation. Il est envoyé, lui, chef du SR, tout simplement au commandement d'un régiment de tirailleurs à Sousse, en Tunisie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on n'a pas voulu le dégommer d'une manière ouverte, mais on lui a retiré, doucement, sans histoire, clandestinement, on lui a retiré ses fonctions de chef du SR. On l'envoie au fin fond de la Tunisie, il doit se tenir tranquille. Et effectivement, il se tient tranquille. Il ne dit rien. Cependant, la famille Dreyfus, Madame Dreyfus, qui sait bien que son mari est innocent, et le frère de Dreyfus, qui s'appelle Mathieu Dreyfus, cherche tous les moyens d'obtenir la réhabilitation du frère et du mari injustement condamnés. Ils ont obtenu, dit Dreyfus, un renseignement. Ils ont su, par une indiscrétion qui vient du président de la République, enfin c'est trop long de vous expliquer, ils ont su la forfaiture qui s'était commise de la part de Mercier pendant le procès. Alors ils ont pris un collaborateur qui s'appelait Bernard Lazare, qui savait bien écrire, et ils ont demandé à Lazare de faire une brochure là-dessus. La brochure de Bernard Lazare va paraître le 8 novembre 1996. Ça s'appellera « Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus ». Mais le seul document, et c'est même pas un document, enfin le seul argument qu'a Bernard Lazare et que possède la famille Dreyfus, c'est le procès doit être refait parce qu'il y a eu un vice de forme, enfin une irrégularité très grave, communication de pièces à l'insu de l'accusé et de son avocat. Ça paraît le 8 novembre. Qu'un résultat, enfin les gens lisent ça avec une indifférence complète en se disant ne c'est pas sérieux. Néanmoins, un député, je vous raconte une histoire qui a l'air sans importance, mais ça aura beaucoup d'importance pour la suite. Un député, qui s'appelait Castellin, veut interpeller le gouvernement sur ce qu'il croit être une espèce de manœuvre pour remettre en cause la culpabilité de Dreyfus et le jugement du Conseil de guerre. Alors l'interpellation va avoir lieu le 18 novembre 1996, et le nouveau ministre de la guerre, qui était aussi un général, qui s'appelle Villot, ce jour-là, 18 novembre 1996, dit comme négligemment à la tribune de l'Assemblée, enfin il y a une brochure qui est apparue là-dessus, c'est pas intéressant, le capitaine Dreyfus a été, et là je vous assure qu'il avait pesé ses adverbes, a été justement et régulièrement condamné. Justement, ça veut dire qu'il a été condamné avec justice parce qu'il a été coupable, il a été régulièrement condamné, il n'y a pas de vice de forme, quoi que raconte la famille Dreyfus. Bon, toujours pas d'affaire Dreyfus. Troisième temps, nous sommes maintenant en juin 97, il y a donc 2 ans que Dreyfus est au bal, juin 97. Le lieutenant-colonel Picard, qui était à Sousse, comme vous savez, a demandé un congé. Et il s'est rendu à Paris. Et le 21 juin 1997, à Paris, dans le bureau d'un avocat, qui était d'un de ses amis, qui s'appelait l'avocat Leblois, lequel était aussi conseiller municipal de Paris. Dans le bureau de l'avocat Leblois, Picard mange le morceau. Et il dit à Leblois tout ce que je viens de vous raconter. Il lui dit, j'ai eu entre les mains la preuve que Dreyfus est innocent, je sais quel est le coupable, il s'appelle Esterhazy, ne bougez pas Leblois, enfin il fallait que vous sachiez ça, vous bougerez lorsque je vous dirai de le faire. Eh bien, Leblois va ne pas respecter cette consigne parce que se taire dans une question pareille, ça lui paraît impossible, étant donné qu'il y a un innocent qui est là-bas au bal. Et comme lui est un petit personnage parisien, il n'a pas la surface suffisante pour faire ce qu'il veut faire, il va chercher quelqu'un d'important, quelqu'un qui pourra se faire écouter pour prendre en main cette affaire de réhabilitation. C'est là où Leblois pense à M. Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, c'était un Alsacien, il prononçait lui Scheurer-Kestner, mais les Français disaient Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, un vieil homme qui est entouré d'une estime générale, c'est un homme du centre, il n'a d'ennemis ni à droite ni à gauche, en plus, patriotisme indiscutable, c'est un Alsacien, il a été autrefois député protestataire, enfin il est parfait, c'est un homme tranquille, c'est un homme calme. Alors pour accrocher une pareille affaire, il fallait justement un homme calme et respecté. Alors Scheurer-Kestner voit le dossier que lui a expliqué Leblois, il se dit mais c'est évident, il faut absolument faire réhabiliter ce capitaine innocent. Et Scheurer va trouver le ministre de la guerre, qui était toujours Billot, dont je vous parlais il y a un instant. En plus, Scheurer tutoie Billot. Alors j'ai vu le récit de Scheurer-Kestner, c'est pas encore publié aujourd'hui, le récit de sa visite à Billot. Il est amené chez lui et il lui a dit, mon vieux, j'ai entre les mains l'histoire du tonnerre du Dieu, c'est très grave. Le conseiller de guerre s'est trompé, on a condamné un innocent. Je comprends bien que si la politique s'en mêle, si les vilains, enfin les socialistes, apprennent une chose comme ça, ils vont prendre prétexte pour faire une campagne contre l'armée, il ne faut pas de ça. Il faut que ce soit toi, Billot, ministre de la guerre, qui prenne l'initiative de l'affaire, de la révision. Tu diras, ben, c'est pénible à dire, en fait, tu diras, un conseiller de guerre s'est trompé, mais il s'est trompé loyalement. Alors nous réparons tout de suite. On met à la place le vrai coupable, qui s'appelle Esterhazy, puis on va couvrir d'honneur ce malheureux Dreyfus, on va lui offrir de l'argent, il n'en voudra pas, mais je sais pas, mais on va le nommer tout de suite colonel, on va le décorer.
Billot dit, oui, c'est sérieux, en effet, ce que tu m'apportes, il y a un dossier dramatique. Mais tu sais, moi, je suis ministre de la guerre. Un ministre de la guerre, ça change. Ce qui persiste dans l'armée, c'est le chef d'état-major général. C'est Boisdeffre, quoi, le mouton de Boisdeffre. Il faut que j'ai l'accord de Boisdeffre. Alors, les jours vont passer, et Billot ne fera rien. Parce qu'il en a parlé à Boisdeffre. Et Boisdeffre a dit au ministre ce qu'il avait déjà dit à Picard. Pas question, mais pas question, de rouvrir le dossier de Dreyfus. Dreyfus est condamné, restera condamné. Alors Scherer dit à Billot, qu'il revoit, il lui dit, écoute mon vieux, puisque l'armée ne veut pas marcher, ben, je vais marcher, moi. Et je te donne 15 jours, hein, le 15 novembre. Si tu n'as pas bougé, si l'armée n'a pas pris l'initiative de la réhabilitation, je fonce. Billot est très embêté, mais rien, il ne peut pas, puisqu'il est tenu par l'armée, par Boisdeffre. Alors le 15 novembre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer deux choses qui ont été conjuguées. Ce 15 novembre, lui, Scherer-Kestner, va publier dans la presse une lettre révélant la forfaiture de 94 pour faire casser le jugement, pour vice de forme. Et le même jour, Mathieu Dreyfus, le frère de Dreyfus, qui a été informé par Scherer-Kestner, fait une lettre au ministre de la Guerre, également une lettre ouverte, enfin imprimée dans tous les journaux parisiens, disant, Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de solliciter non pas de votre bienveillance, mais de votre justice, la réhabilitation de mon frère innocent, et je suis en mesure de vous désigner le vrai coupable, qui s'appelle le commandant Esterhazy. Le nom est imprimé pour la première fois. Alors maintenant, il y a eu l'affaire Dreyfus. Jusqu'à présent, personne n'en parlait, ou un tout petit groupe de gens, très très silencieux, enfin dans l'état-major. Mais le 15 novembre 1997, toute la France, et bientôt l'Europe, va s'occuper de cette histoire. L'épreuve était donc là, puisqu'il y avait une ressemblance d'écriture flagrante entre l'écriture d'Esterhazy et l'écriture du bordereau. Le journal Le Figaro, qui prenait fait et cause pour la vérité et pour la justice, avait même fait une affiche, 300 000 exemplaires dans les rues de Paris. Cette affiche comportait, elle est en deux parties, hein, deux parties parallèles. Alors d'un côté, il y avait une reproduction d'une lettre d'Esterhazy et une lettre, je l'assure, assez extraordinaire, un peu une lettre qu'il avait écrite autrefois en 1882 à une de ses maîtresses. Il s'était brouillé avec cette maîtresse parce qu'il avait escroqué 30 000 francs, et alors cette femme avait vendu le document au Figaro, une lettre inouïe, écrite par un officier français, Esterhazy, lequel disait « Ma joie, enfin mon ambition, ce serait d'entrer un jour dans Paris à la tête d'un escadron de Uhlans. » Vous savez, les hussards prussiens, quoi. Et de sabrer 100 000 Parisiens. Ça avait pas mal d'allure de la part d'un officier français. Alors donc, cette lettre paraissait en facsimilé à le Figaro, à l'affiche du Figaro, et de l'autre côté, le facsimilé du bordereau. Tout le monde voyait l'identité d'écriture. Alors les quelques amis de l'innocent, de Dreyfus, étaient tranquilles. Ils se disaient, quand ce type va passer en conseil de guerre, il ne peut pas ne pas passer en conseil de guerre, ben, sa condamnation est certaine, puisque l'identité d'écriture est là, tout le monde l'a vu. Ben, je crois que vous savez ce qui va se passer. Le deuxième conseil de guerre va se réunir le 10 janvier 1998. Il avait fallu 4 jours au premier conseil de guerre, celui de 1994, pour déclarer coupable l'innocent Dreyfus. Il ne faudra pas 48 heures au deuxième conseil de guerre, 10 et 11 janvier 1998, pour déclarer innocent le coupable Esterhazy. L'état-major avait gagné. Alors les dreyfusistes, comme on disait à ce moment-là, avaient les bras cassés, on ne peut plus rien faire. Si, il y a quelqu'un qui a une idée, un civil, Zola. Zola s'est dit, puisque c'est couru maintenant, c'est vu, quoi, tant qu'on laissera cette affaire entre les mains de la justice militaire, la vérité sera étouffée. Alors il faut arracher de force cette affaire à la justice militaire. Il faut la traîner devant la justice civile, parce que là, on peut tout dire.